Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Comment s'appelle quelqu'un qui rejette toujours la faute sur les autres ? Et au-delà, qu'est-ce qui fait qu'un homme en arrive à cette disposition vis-à-vis d'autrui et plus particulièrement de son épouse ? Pourquoi mon mari ne veut jamais assumer, être responsable et reconnaître ses erreurs ? Pourquoi il rejette toujours la faute sur les autres et ne souhaite pas se remettre en question ? Pourquoi mon mari se victimise-t-il et ne se sent jamais responsable ? Autrement dit, qu'est-ce qui empêche un homme d'avoir cette posture mature et responsable ? Il me culpabilise et me rend responsable de tout. Il m'accuse d'être irresponsable, d'être responsable de son mal-être. Il m'accuse d'être responsable de son mal-être. Mon mari me fait des reproches tout le temps. Je n'en peux plus, j'en deviens folle. Pourquoi un homme en vient à reprocher son mal-être et tout ce qui tourne en eau de boudin, en fait, à sa femme ? Bienvenue dans ce 13e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, on va voir ensemble les raisons potentielles qui poussent les époux à s'adresser des reproches et à faire de leur foyer un tribunal. Le but, c'est de comprendre pourquoi ça arrive. Et enfin, je vais te donner quelques conseils pour pouvoir faire face à cette situation en tant que conjointe. La première piste que je voudrais te donner, c'est que souvent ce qui se passe en fait, ce qu'il faut pouvoir mettre en perspective, c'est que souvent, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est une hypothèse possible. Il se peut que dans ton couple, la communication soit biaisée. Que ça vienne de toi ou que ça vienne de lui finalement. Parce que, spoiler alert, si je peux dire ça comme ça, ce n'est pas le propre des hommes. Ce sont des comportements qu'on observe aussi chez les femmes, d'accord ? Mais aujourd'hui, voilà, je m'adresse plutôt à un public féminin, donc on va partir du principe que ce sont des choses qu'on a observées chez les hommes, ok ? Donc je te disais, il est possible que par exemple, donc là je vais dire ton mari, mais s'il y a des hommes qui passent par là, réellement ça peut être votre femme aussi. Il est possible qu'en fait la communication de ton mari soit biaisée. Pourquoi ? Parce que en fait dans sa famille par exemple, les gens communiquaient comme ça, par reproche. Au lieu de parler de leurs attentes et de leurs besoins, ils parlaient par reproche. Donc là, on va dire, il se peut que ce soit un reliquat de sa culture familiale, qu'il n'en ait pas conscience et que du coup, il n'en s'en rende pas compte, ok ? Ça, c'est important de considérer ça, d'accord ? Il se peut aussi que, de facto, il communique, de facto ou pas en fait, mais qu'il communique avec toi en miroir. Et là, les questions que je voudrais t'adresser, je voudrais que tu te poses, en tout cas que je te conseille de te poser, c'est est-ce que toi-même, tu as tendance à lui adresser des reproches ? Du coup, tu as cette communication-là, et que du coup, lui, il te parle aussi de ses attentes et de ses besoins en mode reproche, parce que souvent, derrière les reproches que tu adresses, en fait, est-ce que si toi t'adresses des reproches, ou est-ce que lui, derrière les reproches qu'il t'adresse, est-ce que tu es en capacité de mettre le doigt sur tes besoins véritables et de les communiquer depuis ce que j'appellerais un état de sagesse, c'est-à-dire rationnellement. C'est-à-dire que c'est pas juste brut de décoffrage, t'es saoulé, tout machin, tu fais jamais ci, tu fais jamais ça, c'est non, t'es en mode, ok, là, il a pas rangé le jardin. Je lui avais demandé il y a 6 mois de ranger ses outils dans le jardin, il l'a pas fait. Comment je me sens ? Je me sens, par exemple, négligée. J'ai l'impression qu'il ne me prend pas en considération.
De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de sentir qu'il me considère, j'ai besoin qu'il aille au bout de ses engagements. Et du coup, là, si tu lui adresses plutôt les choses après avoir eu cette analyse, alors ça, ce sont des compétences communicationnelles, et en tout cas des compétences relationnelles qu'on travaille énormément dans le bootcamp MaPsyCampus. Donc, si vous voulez rejoindre l'équipe des bootcampeuses, vous pouvez faire un tour sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp. Et du coup, comme je vous disais, est-ce que tu t'adresses à lui plutôt dans un état de sagesse, c'est-à-dire que rationnellement, tu as fait ce travail déjà d'interroger tes émotions pour pouvoir les digérer, etc., et de pouvoir t'adresser à lui de la meilleure des manières, ou est-ce qu'en fait, toi-même, tu es collé dans cet état de frustration, dans cet état émotionnel où tu es submergé, en fait. Et du coup, tu es en mode tu, et comme on dit, le tu qui tue. Et du coup, toi, tu t'adresses à lui de cette manière. Donc lui, je vais pas dire logiquement, mais en tout cas, on peut s'y attendre. Il communique avec toi en miroir. D'accord? Il y a aussi une autre possibilité. Il est possible que tu lui aies fait la remarque déjà. Tu lui fais remarquer sa manière de communiquer qui ne te convient pas. Sa manière de se positionner dans la relation qui ne te convient pas, en te centrant justement sur tes besoins et tes attentes. Et là, je vous renvoie à la communication, par exemple, non violente. Donc, du coup, on va dire, toi, tu as mis le fond, le fond est légitime, et la forme est légitime. Et non pas en l'acculant, etc., en rabaissant, et lui, du coup, il fait pareil. Non, toi, tu as mis le fond et la forme. Et là, c'est intéressant de se dire, est-ce que lui, il a déclaré, si je peux dire ça comme ça, que c'était un parti pris, c'est-à-dire, c'est toi la femme en fait et t'as rien à dire. Je ferai ça quand je veux. Ou là, c'est pas genre de la maladresse, c'est un parti pris en fait. Tu n'as rien à dire, tu n'as pas ton mot à dire et il est entre guillemets tout puissant, si je peux dire ça comme ça. Ou est-ce que quand tu lui as parlé en mettant le fond et la forme, t'as vu que ce que t'étais en train de lui dire, ça l'a impacté? Non pas qu'il ait forcément répondu tout de suite en disant « Oui, ma chérie, c'est vrai, tu as raison. » Mais souvent, comment on va le voir Alors certes, on va dire peut-être, c'est même certain qu'il y a des hommes comme ça où tout de suite ils vont dire « Ah oui, c'est vrai. Franchement, là, je comprends ce que tu me dis et tout. Je vais essayer de m'améliorer et tout. » Ou des fois, on va dire l'ego rentre en jeu. Il répond pas. Mais tu vas voir que par la suite, il essaye de s'améliorer. Là, tu as vu qu'il a pris en compte ce que tu avais à lui dire. Et tu vois que ça y a un changement par la suite. Et la possibilité une autre hypothèse, c'est que en fait, quand ton mari est dans un état de frustration, ou alors, donc là, il va t'adresser des reproches parce qu'il est frustré, ou alors il a une difficulté vraiment à élaborer ce qu'on pourrait dire la culpabilité, le concept de culpabilité et de responsabilisation. C'est impossible pour lui en fait de faire avec ça et du coup il va jeter ça sur toi, si je peux dire ça comme ça. Et encore là, il faut pouvoir mesurer, c'est une incapacité véritable, si je peux dire ça comme ça, où il a besoin de maturer, de faire un travail sur lui, etc., pour tout simplement se donner le droit à l'erreur, d'accord? Ou est-ce que vraiment c'est un parti pris? Ou avec des croyances, entre guillemets, limitantes, si je peux dire ça comme ça, contre les femmes. Les femmes sont responsables de tout, les femmes sont mauvaises, faut pas que je baisse la garde sinon elle va me faire la misère. Plein d'idées comme ça qui font que, là, c'est un parti pris, d'accord? Il se peut aussi, et là c'est un peu le truc que je te souhaite pas, si je peux dire ça comme ça, que tu sois face, et en fait c'est après l'analyse justement, en analysant les choses, en prenant du recul, donc ça c'est vraiment aussi des compétences que j'enseigne aux femmes dans le bootcamp MaPsyCampus, en faisant ton analyse, en ayant toi la tête froide en fait, en maîtrisant tes émotions, etc. Et là tu peux vraiment voir les tenants, les aboutissants de la situation, et là tu te rends compte que tu es plutôt face à ce qu'on va appeler plutôt une structure entre guillemets perverse. Où là, tu es plutôt en face d'une personnalité qui est incapable de se positionner vis-à-vis de l'autre autrement. Par exemple, chez ce qu'on peut appeler les pervers narcissiques, les manipulateurs, les prédateurs, etc. Donc là, tu peux entre guillemets, tu peux pas le changer, si je peux dire ça comme ça, même si j'estime pas qu'il faut se mettre en couple en ayant l'objectif de changer l'autre. Mais en tout cas, ça va être, même si toi tu fais un travail sur toi, ça, dans tous les cas, ça va te servir parce que tu vas réussir en fait à dénouer le vrai du faux, à discerner là où t'es manipulé ou là où comment dirais-je, où là il est en train de se jouer de toi et qu'il est pas de bonne foi du tout. C'est là où ça va servir, mais
quand tu es face vraiment à quelqu'un comme ça qui est dans une structure perverse, tu feras ton taf pour toi de ton côté, mais le couple, il pourra pas bouger parce que, entre guillemets, la relation, elle pourra pas bouger parce que il faut être vraiment deux, il faut fournir des efforts à deux pour pouvoir que les choses puissent s'améliorer. Ce que je te conseille vraiment, c'est d'abord, comme je te disais tout à l'heure, d'essayer d'évaluer la situation de là où tu es. C'est-à-dire que là, tu vois, si tu as fait les mêmes constats dont je parlais dans l'introduction du podcast, tu as besoin en fait de comprendre la situation. Si tu te poses les questions là, ou si tu es face à une femme qui se pose cette question-là, c'est que tu es dans le besoin d'évaluer la situation, parce que tu as été tellement embourbé par les reproches, par les projections, etc. C'est qu'au fond de toi, tu doutes un peu. Tu sais plus trop, en fait, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, est-ce que je suis une mauvaise femme, est-ce que je suis une mauvaise épouse, etc. Tu as besoin, en fait, d'éclaircir le brouillard, d'évacuer le brouillard. Et ça, c'est complètement compréhensible. Et du coup, les questions vraiment que tu peux te poser, c'est quand toi, tu as fait ce travail vis-à-vis de toi-même, de gérer tes pensées, tes émotions, tes ressentis, d'ordonner les choses, etc. Est-ce que tu es face à un problème de communication dans le couple, que ça vienne d'un reliquat, tu sais, de quelqu'un qui a été éduqué, qui a été habitué à communiquer d'une certaine manière, etc., et que c'est de la maladresse, finalement, c'est pas un parti pris, on va appeler ça de la maladresse. Il se rend pas compte, parce que tout le monde communique autour de ça comme lui, et que du coup, c'est de la maladresse, quand tu lui en parles de la meilleure des manières, il comprend, et là, on est dans un cadre de figure où lui et toi, vous avez envie de prendre vos responsabilités en travaillant sur vous-même, sur votre type de relation à l'autre. Je te renvoie, par exemple, à faire des recherches sur la théorie de l'attachement. Si tu veux, voilà, est-ce que vous êtes tous les deux enclins à travailler, entre guillemets, sur vos vieux démons, sur votre communication, pour être tous les deux acteurs et responsables de l'amélioration de votre couple? Ou est-ce que, deuxième possibilité, on est face à de l'incompatibilité entre deux personnes? C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un problème de communication. En tout cas, si vous bossez dessus, vous vous rendez compte que le fond du truc, il n'est pas forcément là. Ou qu'il n'y a pas forcément un souci dans le type d'attachement ou dans le type de relation. Mais là où on est plutôt face à deux personnes qui ont des besoins et des attentes qui ne matchent pas, qui ne sont pas compatibles. D'accord ? L'idée, c'est pas de dire un tel est une bonne personne et l'autre est une mauvaise personne. Non, c'est de se dire, des fois, on n'est juste pas compatibles. Si on était tous les deux avec des personnes différentes, on pourrait exprimer d'autres facettes. Voilà, ça irait mieux, ça roulerait mieux, tout simplement. Ou est-ce que tu es vraiment face à une relation qui est dysfonctionnelle, ou plus particulièrement que le mode est malsain, toxique, où en fait les personnes, ou une des deux, ne veut pas prendre ses responsabilités propres. Soit, comme je te disais tout à l'heure, parce qu'il y a un problème structurel, tu es face à une structure perverse, on va dire, si je grossis le trait. Soit tu es face à quelqu'un qui a un parti pris, entre guillemets, contre les femmes, ou en tout cas qui a un modèle du couple qui correspond pas au tien, où toi, tu te sens pas respecté et tu comprends pas ses réactions, etc. Et du coup, lui, il verra pas le problème, il affirmera que c'est lui qui a raison, entre guillemets, là où toi, tu te sens annihilé en tant que personne. Et là, il y en a un des deux qui, toi, ta responsabilité, entre guillemets, dans ce cas de figure-là, c'est de faire un travail sur toi pour te détacher d'une relation toxique. Et sa responsabilité à lui, il veut pas la prendre, en fait, parce qu'il dit qu'il assume vraiment haut et fort que tout est la faute des femmes, si je peux dire ça comme ça. Dans tous les cas, si tu en arrives à un moment donné dans ta vie à te poser ces questions-là, il faut absolument faire face à ce pourquoi tu te retrouves à accepter et à continuer un tel type de relation sur ce mode-là. Pourquoi tu as décidé d'accepter tout ça jusqu'à maintenant? Parce qu'en général, c'est quand on vient à se poser les questions-là, c'est que ça s'est accumulé, d'accord? Quelles sont tes limites? Et ces limites-là, une fois que tu les as posées, est-ce que tu les poses à partir de ce que tu as accepté jusqu'à maintenant ou à partir de tes valeurs et tes principes profonds? Je te conseille vraiment d'analyser pourquoi tu t'es retrouvé avec ce genre de personnes. Et tout le long du bootcamp Ma Psy Campus, on travaille sur des compétences pour que justement vous montiez en capacité d'analyse et en capacité de discernement pour pouvoir justement prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Pourquoi tu te retrouves avec ce genre de personnes? Est-ce que c'est toi qui l'as choisi?
Est-ce que c'est lui qui t'a choisi? Qu'est-ce qui t'a attiré de prime abord? Pourquoi peut-être tu as fait certaines concessions jusqu'à maintenant pour que vous soyez toujours en couple ou pour que vous soyez en couple tout court? C'est quoi l'histoire de votre relation? Comment est-ce que vous vous êtes trouvés? Je voudrais aussi que tu te poses la question suivante. En tout cas, je te le conseille. Et là, ça va faire mal, ce que je vais dire. Assieds-toi. Et essaye de prendre les choses. Je dis ça vraiment pour ton bien. Ou si tu es face à une personne qui est dans cette cas de figure-là et que tu choisis de lui faire écouter ce podcast, ça va piquer. Est-ce que toi, tu serais pas en mode fataliste aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une part de toi-même qui estime que tu ne pourrais pas attendre plus du couple ou du mariage? Et là, du coup, et c'est là où ça va faire mal, est-ce que toi-même, tu te mets pas dans le mode victime, que toi, tu le reproches en fait? Dans le sens où tu subis de ton bourreau, entre guillemets là. Tu es en train de subir de ton mari, en laissant les choses dans statu quo, pour telle excuse, parce que tu penses que tu n'arriveras pas financièrement toute seule avec les enfants, parce que tu penses que des enfants, il faut qu'ils aient un père et une mère, et blablabla, et blablabla. Est-ce que du coup, pour n'importe laquelle des raisons, tu n'es pas en train d'agir la même chose que lui dans le sens où tu ne prends pas tes responsabilités en agissant, que tu es uniquement en train de subir la situation et de subir cette personne. Franchement, je comprends que tu aies besoin d'explications pour justement mettre du sens sur d'où vient le problème. Mais il faut vraiment que tu comprennes. Et je me mets dedans, les femmes, qu'on a besoin de poser des actions concrètes. Sinon, on s'inscrit en fait dans la même spirale de victimisation que ce qu'on est en train et d'irresponsabilité que ce qu'on est en train de vivre, pour des excuses entre guillemets, qui sont d'ailleurs liées souvent aux insécurités et aux propres croyances limitantes qu'on a nous. C'est pas pour rien que dans le module 3 du bootcamp, on passe tout le module à bosser là-dessus. Dans tous les cas, quand tu es dans ce cas de figure-là, grosso modo, tu as deux options. Soit tu as envie de faire face aux choses, en cherchant à définir d'où vient le problème et comment tu peux agir de manière pragmatique et bienveillante de ton côté, à pas prendre toi-même toutes les responsabilités en fait, et agir dessus, et ensuite tu ajustes en fonction de ce qui se passe. Parce que peut-être pour l'instant tu fais ces constats-là, le meilleur des scénarios que je te souhaite, c'est que tu es face à quelqu'un qui est maladroit, il accepte parce que t'as mis ton fond est légitime et t'as mis la bonne forme, où t'es pas en train de toi-même lui faire des reproches et de piquer son ego. Là, ok, ça y est, ça se débloque, vous bossez tous les deux et tu continues tu choisis de continuer avec lui sous certaines conditions ou pas. D'accord? Soit tu te résignes et toi, tu restes toi-même, tu prends cette responsabilité toi-même, tu fais ce choix d'être dans le statut de victime de ton bourreau qui colle toutes les responsabilités sur toi. Tout l'émotionnel, la voiture qui tombe en panne alors que tu l'as jamais utilisée, il te dit que c'est de ta faute, tout est de ta faute, d'accord? Il se remet pas en question, il cherche pas à lui agir, c'est toi la femme, la responsable des travers du monde entier. Et en fait, tu te résignes, tu assumes que dans cette fatalité de l'inaction, tu décides de continuer avec lui. Et évidemment, je te conseille pas du tout cette option. Parce que ça va pas te permettre de donner le meilleur de toi-même. Clairement pas. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Cet épisode, il était chargé, si je peux dire ça comme ça. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. J'aimerais vraiment avoir vos retours sur ce podcast. Vous pouvez m'adresser une note ou une review ou un commentaire depuis votre plateforme d'écoute. D'ailleurs, à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant
tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur MapsyCampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligne-moi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur MapsyCampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur MapsyCampus. Je vais vous faire une confidence. Il y a 10 ans, j'étais au bout de ma vie. J'étais fraîchement mariée depuis presque 10 mois et j'étais malheureuse comme les pierres en Île-de-France. J'avais perdu énormément de poids, j'avais goût à rien et j'avais beaucoup de mal à me mettre à bosser sur ma thèse de doctorat. J'avais reçu tellement de critiques, traversé tellement de conflits et vécu tellement de deuil ces derniers mois que je ne savais plus qui j'étais. Je me remettais difficilement d'une fracture de la clavicule et je passais la plupart de mes journées seule. De toute façon, j'avais envie de parler à personne. C'est comme si ma vie, à ce moment-là, elle était entre parenthèses. Je me souviens très bien suivre ma sœur comme un petit chien, alors qu'on était parti faire quelques cours dans le centre commercial, alors que j'étais rentrée dans ma ville natale. Elle aussi, ça l'a marquée, je le sais parce qu'on en a reparlé par la suite. On va dire qu'en principe, je suis pas trop une suiveuse, donc ça tend à surprendre. Mais à ce moment-là, mon cerveau était embué, de sorte que je n'avais plus de volonté en fait. J'avais plus de willpower, comme on dit, je faisais que suivre en fait. Et oui, ça arrive dans la vie, qu'on ne sache plus qui l'on est. Bienvenue dans ce 14e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, on va voir les raisons profondes qui peuvent expliquer la survenue du fait de ne plus savoir qui on est. Ensuite, je vous donnerai 6 conseils pour sortir de cette épreuve. L'adolescence, le début d'une nouvelle relation, un événement traumatique, un divorce, la découverte d'un problème de santé, le décès d'une personne aimée, perdre ou commencer un travail, déménager. Ce sont autant de causes qui expliquent la raison du pourquoi à un moment donné, on ne sait plus qui on est. Ça peut se produire à différents moments de notre vie. L'identité, c'est pas quelque chose qui est définitif. Et elle continue justement d'évoluer, de se développer pendant toute la vie. Quand on parle, en fait, quand on parle d'un sujet comme ça, du fait de dire qu'à un moment donné, on ne sait plus qui on est, on parle en fait de l'identité personnelle. L'identité personnelle, ça répond à la question un petit peu plus, on va dire, formelle ou pas, du « qui suis-je » en tant qu'individu. Autrement dit, c'est l'ensemble des caractéristiques qui définissent la personne que vous êtes. En bref, c'est votre perception de « ça c'est moi » et « ça c'est pas moi ». Selon Erikson, la formation de l'identité est ce qui donne à l'individu un sentiment de similitude et de continuité à travers le temps. Autrement dit, c'est le fait que l'individu se perçoit le même et reste le même dans le temps. Je vous donne quelques exemples de caractéristiques qui peuvent composer votre identité. Comme des traits de personnalité, tu peux être par exemple une femme créative, courageuse, humble. Dans ton système de croyance aussi, ça participe de ce qui compose ton identité. Si tu penses de toi que t'es nul, que t'es pas capable, que t'es pas faite pour les études, qu'il faut souffrir pour réussir, plein de croyances limitantes là en l'occurrence, qui vont justement venir composer, alimenter ton identité. Tes attributs physiques aussi, est-ce que t'es grande, est-ce que t'es petite, est-ce que tes yeux sont noirs, sont verts ou sont bleus?
ça participe de ton identité. Ta situation relationnelle, est-ce que tu es la sœur d'un tel, le frère d'un tel, est-ce que tu es mère d'eux, est-ce que tu es fille d'eux, est-ce que tu es la femme, etc. Ça joue aussi. Tes valeurs, tes goûts, tes capacités, tes aspirations, tes besoins, toutes les choses qui te motivent, ça participe de ton identité, ça définit la personne que tu es. Ta singularité et ton individualité, ça forme ton identité en tant que personne et ça contribue à l'image que tu as de toi-même. Si tu peux facilement décrire les caractéristiques de ton identité et que tu as une idée précise de qui tu es, précise, c'est-à-dire que c'est solide et c'est stable, ça roule. En revanche, si tu as du mal à décrire plus que quelques-unes de ces caractéristiques-là, ça peut indiquer que ton sentiment d'identité est moins bien défini. Ce qui va contribuer après au « je ne sais pas qui je suis » ou « je ne sais plus qui je suis ». Et justement, ton identité et ta connaissance en fait de ce qui affecte ta vie, ça va justement apporter des bénéfices inestimables quand tu as en fait ces connaissances-là de ton identité et ta connaissance de manière générale. Ça va te permettre de pouvoir prendre ta vie en main, de développer des relations saines et stables, d'avoir une confiance et une estime personnelle qui sont solides, d'avoir une santé mentale et une santé émotionnelle qui est satisfaisante, de pouvoir mettre en place des mécanismes de motivation, de te fixer des objectifs et bien sûr de les atteindre et de prendre les bonnes décisions. Alors peut-être tu te poses la question de comment se forme l'identité. Il faut savoir que l'identité, on va dire qu'il y a deux processus. L'exploration, où tu vas dans des différents rôles, des différentes activités, des différents comportements, valeurs, etc. Tout ça va contribuer à ce que ton identité, elle se forme, elle se modèle, si je peux dire ça comme ça. Et l'engagement, où tu vas adhérer à un ensemble de buts, de valeurs, de croyances, de styles, ta voie professionnelle, etc. Tout ce dans quoi tu es capable de t'engager avec une identité forte et avec un sentiment de toi, si je peux dire ça comme ça, qui est défini. Ton identité, elle est façonnée par ton vécu, par les expériences que tu as vécues pendant ton enfance et pendant ton adolescence. Ça, je vous en ai beaucoup parlé déjà. Par exemple, les enfants qui sont élevés dans un environnement sain, qui reçoivent du soin, du soutien et des encouragements dont ils ont besoin pour avoir une identité solide, pour pouvoir donner du sens et une direction à leur vie, eux, ils partent du bon pied. En revanche, les enfants qui grandissent dans un environnement qui est défavorable, qui sont victimes de négligence, d'abus ou de surprotection parentale, parce que ça, on a tendance à le mettre de côté, ces enfants-là, ils peuvent éprouver des difficultés à développer leur identité et du coup, ils entrent dans l'âge adulte en se demandant qui ils sont. Mais attention, la formation de votre identité, c'est un processus central pour votre développement en tant qu'individu. C'est une étape centrale de l'adolescence. Mais le développement de l'identité ne commence et ni se termine pendant l'adolescence. C'est seulement la moitié des jeunes qui ont une identité en fait qui est accomplie au début de l'âge adulte. Et connaître son identité, indéniablement, ça augmente l'estime qu'on a pour sa personne, ça réduit la dépression et l'anxiété. Quand on est aligné avec soi, en fait, on est beaucoup plus encline à être heureuse, à être satisfaite, à être contente et de penser du coup la même chose de sa vie. Le développement de l'identité d'une personne, vous avez compris, ça commence dès l'enfance et c'est influencé par différents facteurs. Il y a plusieurs raisons possibles qui peuvent expliquer pourquoi tu ressens cette fameuse phrase « je ne sais plus qui je suis ». Déjà, on va dire d'un point de vue de la famille, la relation qu'on a avec nos parents, les membres de notre famille, détermine si on développera une identité qui est saine et qui est solide. Autrement dit, la façon dont on a été élevé, ça contribue énormément à la formation de notre identité et à notre rapport à l'autre aussi. Il y a une deuxième explication, c'est ce qu'on appelle l'individuation. Pour développer notre identité, on a besoin de s'explorer en essayant de nouvelles choses et en exprimant librement nos besoins, nos goûts et nos aspirations sans craindre d'être critiqués, culpabilisés ou jugés. Mais voilà, si nos tentatives à un moment donné d'expression, quand on a osé vouloir dire notre opinion, poser des questions, si ça a été critiqué, jugé, voire même puni par l'entourage, par conséquent, on peut apprendre à renoncer et à supprimer notre moi, si je peux dire ça comme ça, pour construire une version de nous
qui est plus sûr parce que dans notre compréhension sur le coup des choses, ça provoque moins de conflits. Évidemment, ce n'est pas le fait de s'exprimer qui provoque le conflit, mais bien comment c'est géré par la partie en face. Et du coup, on se contente de faire ce que les autres veulent, au lieu de faire vraiment des choix qui sont conscients en fait, et résolus, si je peux dire ça comme ça, et on s'éteint à petit feu. Et là, ça peut entraîner une panoplie d'autres problèmes, comme des problèmes pour se motiver, des difficultés à fixer des objectifs, des soucis pour prendre des décisions, une faible estime de soi, de l'anxiété, de la dépression, des doutes constants, une insatisfaction vis-à-vis de sa propre vie et des difficultés à poser des limites. Alors forcément, quand on rencontre ces problèmes-là, on a des doutes du genre pourquoi est-ce que j'ai choisi cette carrière ou pas ? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette personne qui partage ma vie ? Est-ce que je suis censée mener le style de vie que j'ai, vraiment ? Mais qu'est-ce que je veux ? Je ne sais même plus ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Et je ne sais plus qui je suis, je ne me connais plus vraiment et je suis complètement perdue. Il y a un autre facteur qui nous influence, c'est la société. Effectivement, cette société, elle influence notre identité personnelle et la manière dont on répond à la question « Qui suis-je ?» La façon dont on perçoit notre sentiment d'identité, elle est façonnée par les attentes, en fait, les valeurs de la société dont on fait partie, les coutumes, la culture, les médias, forcément, et l'image que les autres nous renvoient. Je te donne un exemple. Clairement, si tu vis en France et que, par exemple, tu es une femme voilée, ou juste autrement dit que tu pratiques ta religion, vu l'image qui est renvoyée des femmes musulmanes, ton estime perso et ton identité en tant que femme musulmane pratiquante prend clairement cher. Voilà pourquoi c'est important. En fait, avoir de la visibilité, être consciente des tenants et des aboutissants de ce qui peut influencer notre identité à un moment donné, ça va nous aider à avoir des réponses et à comprendre pourquoi on a l'impression de ne plus savoir qui on est, d'accord ? La construction de notre identité, c'est un processus qui continue toute la vie. Par conséquent, ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité, ok ? Déjà, il faut retenir que, également, mieux on se connecte à notre identité et mieux on renforce cette identité et plus on est encline à avoir moins de conflits internes et moins de mal-être, à résister justement à cette pression sociale, familiale, culturelle, etc., à être en meilleure santé mentale et à mieux gérer ses émotions, à ressentir du bonheur, de la vitalité, du plaisir, à avoir une meilleure capacité de prise de décision, à reprendre sa vie en main, à donner du sens à sa vie, à passer à l'action plus facilement et surtout à se reconnecter avec soi. C'est pas pour rien que dans le coaching du bootcamp qui dure 6 mois, on passe tout un module, donc carrément 1 mois, à poser les bases de cette identité justement, au travers d'exercices et de questionnements pertinents. Et toujours on se pose les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. C'est des bases en fait qu'on continue d'exploiter dans le module 2 et bien sûr dans le module 3 pour que les femmes que j'accompagne en apprennent et grandissent en maîtrise de leur état d'esprit et de leurs émotions. Ça, c'est quelque chose qu'on continue de travailler tout le temps, de toute façon, tout au long des 6 mois de coaching. Le premier conseil, une fois que je t'ai expliqué tout ça, que je voudrais te donner, détermine tes valeurs. C'est comment on fait pour déterminer ces valeurs ? Tout simplement, on se pose la question suivante. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi ? Plus précisément, voilà ce que représentent nos valeurs. Nos valeurs, en fait, elles définissent, si je puis dire, notre essence en représentant ce qui est réellement important pour vous en tant que femme. Et tes valeurs, en fait, elles vont déterminer aussi tes actions. Autrement dit, ce sont les principes, en fait, qui guident ta vie, si je peux dire ça comme ça, et qui expliquent, pourquoi tu agis d'une manière ou d'une autre. D'où l'intérêt de faire un travail sur ces croyances limitantes, parce que les croyances vont influencer nos comportements, y compris les croyances dont on n'a pas vraiment conscience et qui sont limitantes. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, autorise-toi à essayer de nouvelles expériences. N'attends pas de te dire, ne reste pas genre, j'aimerais trop apprendre à faire du roller, mais je sais pas faire du roller. Autorise-toi à essayer de nouvelles choses. Parce que vivre de nouvelles expériences, ça nous permet de découvrir des aspects de notre identité qu'on ne connaissait pas en fait. Explorer des nouvelles choses, lire des nouveaux bouquins, visiter des nouvelles villes, peu importe. Ça nous aide à découvrir ce qu'on aime. Parce qu'en se confrontant à ce qu'on n'aime pas, on va découvrir ce qu'on aime. À voir quels sont nos centres d'intérêt, ce qui nous inspire, ce qui nous motive.
Ça nous permet aussi de découvrir des talents qu'on ignorait complètement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les adolescents, souvent, ils expérimentent comme ça une phase, peut-être que toi tu l'as expérimenté ou pas, d'exploration où ils ont différents styles vestimentaires, identités, où ils s'attachent à un groupe ou à un autre. Ils font beaucoup d'activités justement parce qu'ils sont en train de construire et de renforcer leur identité. Et justement, cette exploration, c'est pas, entre guillemets, une aventure qui doit se limiter à l'adolescence. C'est une vraie découverte de soi et franchement, c'est vraiment, entre guillemets, le voyage d'une vie. Pour sortir de la détresse du « je ne sais plus qui je suis », essayer des nouvelles choses, ça va vraiment t'aider à mieux te connaître et à renforcer ton estime personnelle. Le troisième conseil que je voudrais t'adresser, c'est d'éventuellement faire du journaling, donc d'écrire un journal. Alors, c'est pas forcément le format papier, crayon, ça peut être des notes que tu te mets dans ton téléphone, parce que vraiment, quand tu sais pas qui tu es, écrire, ça peut vraiment être un outil très bénéfique. Tenir un journal, ça peut aider à réfléchir sur soi, aux choses qu'on aime, qui sont importantes pour nous, à repérer des schémas et des thématiques qui reviennent souvent dans notre vie, et bien d'autres choses encore. C'est des choses, d'ailleurs, dans le bootcamp Ma Psy Campus, je propose beaucoup de questionnements comme ça aux femmes que j'accompagne pour qu'elles puissent justement avancer sur ça. Faut se dire qu'il n'y a pas une seule façon de tenir un journal pour mieux se connaître. Il faut que tu trouves ce qui te parle le mieux à toi. Ça peut être de t'enregistrer des audios. J'ai déjà eu des bootcampeuses comme ça pour faire leurs exercices. Elles n'étaient pas trop écrites, donc elles s'enregistraient. Ou alors elles avaient beaucoup d'idées quand je leur soumettais des questionnements. Elles avaient beaucoup d'idées, elles n'avaient pas le temps d'écrire en fait toutes ces idées et elles s'enregistraient. Elles y revenaient par la suite. Certains écrivent simplement ce qui leur vient à l'esprit pour avoir plus de clarté. Il y en a d'autres qui écrivent sur les expériences et les situations qu'elles ont vécues. Il y en a qui aiment bien répondre à des questions du genre je te dis des trucs basiques, mais c'est quoi mon plat préféré? Quand est-ce que je me suis sentie la plus heureuse? C'est qui les personnes que je supporte pas ou dans la même veine, dans le contraire de cette même veine, avec qui je me sens à l'aise. Moi, c'est un jeu que j'aime bien. C'est un jeu entre guillemets auquel j'aime bien jouer, si je peux dire ça comme ça, le soir avec mon fils. Alors il est petit, il a 5 ans, donc du coup ça va plutôt tourner autour de c'est quoi ta couleur préférée, qu'est-ce que t'aimes bien manger en ce moment, t'aimes bien jouer avec qui, ou au contraire est-ce qu'il y a des choses qui t'ont rendu triste, etc. Mais voilà, des questions pour que on profite de ce moment-là pour qu'ils prennent l'habitude, en fait. Alors là, on le fait le soir, parce que vous savez comment ils sont les enfants le soir avant de se coucher, ils ont toujours envie de parler. Mais voilà, l'idée, c'est que ils prennent ce réflexe, en fait, de réfléchir sur lui et de se poser ces questions-là. Le quatrième conseil que je voudrais t'adresser, c'est que tu te connectes à ton intuition. Ton intuition, c'est une boussole qui est précieuse. Parce qu'elle nous offre en fait cette opportunité de construire notre vie, si je puis dire, en rapport avec nos besoins, nos aspirations et nos compétences. On dit que c'est une sourde intelligence. Alors attention, je sais que certains pensent que l'intuition c'est un don entre guillemets qui est réservé à quelques élus, que c'est quelque chose qui est de l'ordre du magique, de l'ésotérique. C'est absolument faux. L'intuition c'est un vrai domaine de recherche qui est étudié par des psychologues et des neuroscientifiques. C'est une forme d'intelligence et de connaissance immédiate qui apparaît dans le conscient sans raisonnement apparent, parce que quand on développe, on comprend le raisonnement. Autrement dit, l'intuition, c'est le résultat d'un mécanisme qui est inconscient et donc, vous l'avez compris, qui n'a rien à voir avec ce qui est magique ou ésotérique. En effet, notre cerveau capte et traite des informations de manière inconsciente et très rapide. Sinon, on ne pourrait pas respirer, notre cœur ne battrait pas, etc. Et ensuite, il fait remonter à notre conscience le résultat de ce traitement sous forme de connaissance, de déclic. Et ça, on appelle ça l'intuition. C'est juste incroyable. Notre intuition nous fait grave gagner du temps parce qu'elle nous rapproche vraiment de notre véritable personne, des choses qu'on aime et de ce qui est important pour nous. C'est une espèce de sagesse interne qu'on a, en fait. C'est un allié formidable pour nous aider à nous découvrir, à mettre le doigt sur notre identité, sur qui on est vraiment. Pour apprendre à développer votre intuition, il y a un moyen efficace, c'est vraiment un moyen efficace pour commencer à faire des choix qui sont en cohérence avec nos principes et nos valeurs, et non des choix qui reflètent les personnes, la société qui nous entoure, la pression sociale, etc.
Parce que quand on vit avec ses principes et ses valeurs, c'est vraiment, quand on veut vivre, selon ses valeurs et ses principes, c'est vraiment capital de développer cette capacité pour être justement une femme qui se connaît, qui s'épanouit, qui s'estime. Le 5e conseil que je voudrais t'adresser, c'est de te consacrer du temps solo, du me time, #me time. Passer du temps seul, ça aide vraiment à nous reconnecter avec nous-mêmes et mieux nous connaître. Là, l'idée, c'est vraiment de se réconcilier avec soi pour ne plus le vivre comme un moment de solitude, en mode où on le subit, mais vraiment de quelque chose qu'on apprécie en fait. Quand on prend justement ce temps pour répondre à cette question, quand on ressent en fait le « je ne sais plus qui je suis », prendre ce temps, c'est parfois nécessaire parce que des fois, on est entouré de personnes qui ont des personnalités qui sont fortes ou tout simplement, on est noyé dans notre quotidien, on a plein de trucs à faire, plein de trucs à gérer, on est complètement déconnecté de nous-mêmes et dans ce contexte-là, c'est pas du tout facile de savoir qui on est et d'avoir de la conscience sur ce qu'on veut et ce qui est vraiment important pour nous. L'idée, c'est vraiment de se donner l'occasion de découvrir qui on est et de construire son identité en se mettant à part en fait de la pression sociale externe et du fait d'être toujours en train de courir après le temps, les richesses, etc., les gens. Le 6e et dernier conseil que je voudrais t'adresser, c'est de te faire accompagner. Bon, bien sûr, c'est pas une obligation, c'est toi qui choisis dans tous les cas, mais que ce soit en consultation individuelle avec une psychologue. D'ailleurs, si c'est le choix que tu fais, tu peux te rendre sur le site mapsyenligne-chez-moi.fr. Tu peux faire ce choix lors d'un suivi individuel, ou alors tu peux opter par exemple pour un coaching, par exemple le bootcamp MaPsyCampus, où là, tu as une période significative où tu vas avoir un miroir de ce que tu fais, de qui tu es, et tu vas pouvoir être conseillé, orienté avec une feuille de route et une méthode structurée pour découvrir qui tu es, tout en évitant les erreurs communes ou plutôt les travers entre guillemets du New Age, du développement personnel, etc., qui sont souvent, empruntés lorsqu'on apprend, on prend la décision de cerner qui on est. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre MaPsyCampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur MaPsyCampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age, sectaire, ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur MaPsyCampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligne-chez-moi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur MaPsyCampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur MaPsyCampus.